Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors nous sommes arrivés au site rep numéro 158, nous sommes le 28 septembre 2019 et hélas ça se confirme. Enfin j'allais dire Kolomoïski en fait, c'est un lapsus. Zelensky est un Poroshenko bis et ça malheureusement et ça va se vérifier parce que tu vas nous donner plusieurs exemples qui montrent bien que ce n'est qu'une continuité et pas du tout une rupture. C'est ça. Mais c'est ce que je craignais, de toute façon. Enfin, je vais pas vous dire je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Voilà. Puisque du 21 au 27 septembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 124 reprises, donc on est reparti à la hausse. Durant lesquelles, alors là, ils se sont lâchés niveau artillerie, parce qu'ils nous ont tiré 96 obus d'artillerie de 152 mm quand même. C'est pas de la petite quantité. Ah bah non. Ni du petit calibre. 53 obus d'artillerie de 122 mm, 209 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à bien plus que la semaine passée. Mais aussi, donc si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, donc véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien aussi, ils sont bien lâchés cette semaine avec ça. Lance-grenades et armes légères, on arrive quand même à un total de 971 munitions, donc on est à presque le double de la semaine passée. D'accord. Ouais. C'est ce que je vous avais dit, que cette baisse, ça allait pas durer. Il faut rajouter les... Et en plus, parce que tu as des photos que tu vas nous montrer, une utilisation accrue d'obus d'artillerie qui font autrement plus de dégâts que les obus de mortier, même si les obus de mortier sont extrêmement létaux, parce que évidemment tous les gens qui se trouvent à proximité quand ça explose d'un obus de mortier ont des chances excusez-moi, mais ils ont une potentialité énorme de se retrouver en charpie, parce que c'est vraiment... Oui, ça envoie des éclats partout. Bon, les obus d'artillerie sont faits vraiment beaucoup plus pour détruire, donc ça fait effectivement des dégâts beaucoup plus lourds. Les gens pourront le voir sur les photos. En tout cas, il faut y rajouter donc à toutes ces violations de la semaine 19 violations et 74 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 7 obus de mortier 82 mm et un missile anti-char. Le bilan, heureusement, est quand même heureusement pas à la hauteur de ce carnage, puisque on n'a pas eu de tués, on a eu juste un soldat blessé et une civile. Ouais, c'est un moindre mal, ouais, effectivement. C'est un moindre mal. Par contre, on a eu quand même 28 habitations ou infrastructures civiles qui ont été endommagées cette semaine, plus 2 durant les dernières 24 heures. Moins de victimes, mais on a un taux de destruction. Ce qui s'explique, puisque, comme je disais, l'artillerie, ça fait des très très gros dégâts. Côté ukrainien, par contre, alors c'est toujours la fête du slip, puisque les pertes hors combat de la semaine se montent quand même à 8 morts et 16 blessés. Je parle bien de pertes hors combat, c'est-à-dire, je parle même pas de ceux qui sont morts parce qu'on aurait répondu à leur bombardement ou des trucs comme ça. Je parle bien de gens qui sont morts, ont été blessés par leur faute, avec leurs propres armes ou avec leurs propres mines, puisque là c'est surtout les mines de nouveau qui ont fait beaucoup de dégâts, puisqu'ils ont eu 6 morts et 14 blessés à cause de ces cochonneries. C'est quand même beaucoup, Ouais. Toujours. Et ils ont un de leurs soldats qui a été tué sur polygone dans la région de Lvov par un soldat polonais. Alors il semble que le soldat ukrainien, si on veut dire pudiquement les choses, est un ultranationaliste, ou moi je pense que ça devait être un beau néo-nazi. Et il semble qu'il exprimait ouvertement son idéologie, et entre autres, il se mettait à insulter les Polonais et les soldats polonais. Et ça n'a pas plu. Oui. Et donc c'était des exercices conjoints, certainement avec des pays de l'OTAN. Je pense que la Pologne n'était pas la seule. Mais un des soldats polonais a dit bon, ça suffit. Et donc il lui a tiré une balle. D'accord. Il l'a tué. Ouais. C'est
Là, bon, les services de sécurité ukrainiens essayent de cacher la merde sous le tapis, de faire en sorte que ça se sache pas de trop. Mais ça va être beau l'intégration au sein de l'Union européenne. Ah, bah, puis de l'OTAN aussi. Ça va finir en bataille rangée, hein. Ouais. Ah, mais ça va être absolument folklorique. Et puis, ils ont perdu aussi 2 drones, l'armée ukrainienne. On leur a abattu 2 drones cette semaine. Ouais. Faut qu'ils viennent se plaindre. Ils s'en servaient pour corriger leurs tirs, donc Oui, ça va on a fait le ménage. Ouais. Puisqu'on parle de drones, cette semaine, encore et toujours, l'OSCE n'a pas pu faire son travail correctement, puisque l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'organisation. À leur tirer dessus à l'arme légère, on montrera une petite carte. Et puis, comme par hasard, dans toutes les zones où ça a lieu, il y a des armes lourdes situées près de la ligne de front, ou près des habitations, ou près d'infrastructures civiles. Mais aussi la zone de désengagement de Petrovskoye, où ils ont installé des mines anti-chars un peu partout, et puis des pièces d'équipement qui n'ont rien à y foutre, puisque je rappelle que c'est une des zones de désengagement pilote, je vais revenir dessus après. Donc c'est bien, quoi, ils continuent de cacher la merde sous le tapis, comme d'habitude. Au niveau destruction, le plus gros a eu lieu entre le 22 et le 23 septembre inclus. Parce que là, c'est le jour où ils se sont lâchés sur le sud de la RPD, ainsi que Gorlovka et sa périphérie. Donc c'est là qu'ils ont blessé une civile à Kominternovo. Qu'ils ont endommagé 12 habitations à Oktyabr et une à Zaïtsevo. Donc ça fait beaucoup en 24 heures quand même. Ouais. Bon, moi, quand je vois ça, c'est clair que les jolis discours de Zelensky sur leur volonté d'appliquer les accords de Minsk, quand je vois ça, je comprends que c'est une vaste... entre ça et les contes de fées, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah bah c'est une vaste bouffonnerie, puis elle est pas marrante celle-là en plus. Non, elle est pas marrante celle-là, puisque en 2 jours, l'armée ukrainienne a tiré sur les villages du sud de la RPD 45 obus d'artillerie de 152 mm, 42 obus d'artillerie de 122, 3 obus de mortier de 120, 20 obus de mortier de 82 mm. Sans parler des tirs de lance-roquettes, de systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades automatiques et armes légères. On a pété tous les scores. C'est simple, du 22 au 23 septembre, presque tous les tirs de l'armée ukrainienne à l'arme lourde ont eu lieu sur cette portion du front. Ouais. C'est surtout le soir du 22 septembre que l'artillerie lourde ukrainienne a durement frappé le sud de la RPD. À 22h30, les soldats ukrainiens ont ouvert le feu à l'artillerie de 152 mm vers Dzerzhinskoye, puis à 23h sur le village d'Oktyabr. Donc là, c'est de l'artillerie de 122 mm qu'ils ont lâché. On montrera des petites photos, les gens pourront voir que les obus sont tombés un petit peu partout. Dans les rues, sur l'asphalte, dans les champs. Donc, on montrera une petite photo, il y a 2 vaches, il y a 2 meumeux là dans les champs. Il y a 2 vaches qui se posent des questions de ce que c'est que qui se posent des questions, c'était pas là hier, t'as 2 gros trous dans le champ, quoi, voilà. Et puis il y en a qui sont tombés sur des habitations, quoi, ou à proximité. Donc on montrera des petites photos pour montrer l'état des habitations derrière, quoi, tu vois. Il y a une annexe, donc je pense que ça devait être une cuisine de jardin, elle a été complètement éventrée, quoi. T'as un mur qui penche et puis tout le reste c'est plus que des gravats. Voilà. Bon, les autres sont pris principalement des éclats, donc c'est les vitres et les murs qui ont été touchés. Ce bombardement nocturne intensif n'a heureusement pas fait de victimes parmi les civils, mais bon, comme nos auditeurs vont pouvoir le voir, les habitations et infrastructures du village ont été quand même sévèrement touchées, puisqu'on a eu 12 habitations, 5 annexes endommagées, plus les lignes électriques et les gazoducs. Ah bah, il fallait le package, comme on dit. Ouais. Puis un peu plus au nord, les tirs de l'armée ukrainienne ont endommagé un bâtiment à Gorlovka et une habitation à Zaïtsevo. Donc là, on montrera aussi, il y a 2 photos qui ont été fournies par le maire de Gorlovka, Ivan Prikhotko, qui montre que cette maison elle a complètement cramé, mais complètement. Il y avait une femme qui habitait là, elle a réussi à sortir de là sans être blessée. Elle va être relogée par la ville de Gorlovka, mais bon, la maison...
c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien à récupérer. Il n'y a plus rien à récupérer. Et puis, dès le lendemain, à 12h45, l'armée ukrainienne a tiré sur Kominternovo à coups de système de défense anti-aérien, de mitrailleuses lourdes et d'armes légères. Et c'est comme ça qu'ils ont blessé à la jambe une civile de 67 ans qui se trouvait dans son jardin. Ça devait être une terroriste très dangereuse, en train de ramasser les patates. C'est dangereux de ramasser les patates. C'est terroriste. Fonction terroriste. Les agriculteurs en France devraient s'en tenir pour dit. Attention, comme ramasser des pétates. Surtout quand c'est des bonnes pétates, attention. Bon. Non, mais là, c'est... là, ça devient hallucinant, quoi. Bon, la dame a reçu un éclat à la jambe, elle a reçu les premiers soins sur place. Puis ils ont continué le surlendemain, le 24 septembre. Le village voisin de Leninskoye a été bombardé à coups d'obus de mortier de 120 mm, heureusement sans faire de victimes. Enfin, on a continué dans la même tendance. Ouais. Ça arrête aussi bon chemin. Et puis le 25 septembre au matin, on a continué toute la semaine. Les forces armées ukrainiennes ont tiré à coups d'artillerie de 122 mm toujours sur le district de Kouibychevski à Donetsk cette fois. Résultat, ils ont provoqué l'incendie d'une ancienne usine d'aluminium. On s'est retrouvé avec un nuage de fumée visible à des kilomètres. On montrera une petite photo. Ça doit dire quelque chose aux gens de Rouen, c'est aussi. Oui. L'usine Céveso avec les fumées toxiques, mais pas trop. Oui, mais surtout la suie qui maintenant a recouvert la région. Non, mais le petit truc avec le toxique, mais pas trop, c'est véridique. C'est 20 minutes qui a sorti un titre comme ça. Il faudrait leur faire les obliger à habiter dans le pire endroit qui a été contaminé. Pour qu'ils aient une petite idée de ce que c'est que pas trop non, pas trop toxique. Ça me fait un peu halluciner. Bref. En tout cas, ici, donc le 25 septembre, dès 7h30, les soldats ukrainiens ont tiré 11 obus d'artillerie de 122 mm contre la périphérie nord-ouest de Donetsk depuis leur position située à Pesky. Donc ce sont les positions qui sont au bout de la piste de l'aéroport. Plusieurs obus ont touché donc une ancienne usine d'aluminium qui est située dans le district de Kouibychevski, provoquant l'incendie de cette dernière. Très vite, les habitants d'ici ont dit qu'il y avait une épaisse fumée. Au début, on ne savait pas d'où ça sortait. Pompiers et ambulances ont été envoyés très rapidement sur place. Et puis, fidèles à leurs habitudes, les soldats ukrainiens n'ont rien trouvé de mieux à foutre que de tirer sur 2 des ambulances. Ouais, avec les 2 drones pour corriger leurs tirs, donc ils savaient sur quoi ils tiraient. Je rappelle, ceci s'appelle un crime de guerre. C'est interdit de tirer sur les ambulances. Les pompiers, tout ça. Voilà. Ça n'a pas fait de victimes, mais bon, les véhicules ont été endommagés. Les résultats, à force de tirer en continu sur ce district, les équipes de secours, de réparation et les pompiers ont été un petit peu freinés pour faire leur travail. Génial, donc ça a cramé pendant des heures. Résultat, la population vivant à proximité immédiate de l'ancienne usine a été évacuée par les autorités. Le périmètre bouclé est fermé à la circulation par sécurité. Les habitants ont été accueillis dans des structures d'accueil temporaires. Et il y a une maison située dans la même zone que l'ancienne usine qui a été endommagée. En tout cas, il n'y a pas eu de victimes. Donc ça, c'est déjà... un miracle. C'est un miracle. Je veux dire, ça a quand même bien cramé. Et puis ce matin-là, il n'y a pas eu que le district de Kouibychevski qui a été la cible de l'armée ukrainienne. Entre 4 et 8h10 du matin, ils se sont aussi acharnés à coups d'artillerie, d'obus de mortier, de lance-grenades et d'armes légères contre plusieurs zones de la périphérie de la capitale, entre autres le village d'Alexandrovka, celui de Trudovski et celui de Lozovoye. Et à Alexandrovka, ils ont endommagé 2 maisons. Et à Lozovoye, les tirs d'artillerie de 152 et 122 mm étaient si intenses que les habitants ont dû aller se réfugier dans les abris. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Enfin, comme je vous dis, c'est ce que je vous disais l'autre fois avec le coup de l'illusionniste. Voilà. Vous voyez, dans la réalité, ce que valent les très jolies déclarations de Zelensky. Ça ne vaut pas plus cher que le papier toilette sur lequel c'est écrit. Ouais. C'est effarant. Et puis, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, l'armée ukrainienne continue de violer le retrait des troupes et des équipements dans la zone de désengagement de Petrovskoye. Ainsi, le 24 septembre, la milice populaire de la RPD indiquait avoir détecté que les soldats ukrainiens avaient installé 22 mines anti-chars TM62 entre Bogdanovka et Viktorovka.
et déployer 2 véhicules de transport de troupes blindées dans une zone boisée près de Bogdanovka, ce qui est dans la zone de retrait, où tout ça, je rappelle, ne devrait pas se trouver. Bah oui. C'est censé être une zone totalement démilitarisée. Mais il semble que 22 mines, ça leur suffisait pas. Et donc 2 jours plus tard, le 26 septembre, la milice populaire a détecté l'installation de 88 mines anti-chars TM62 supplémentaires par l'armée ukrainienne dans la même zone. 50 installées entre Bogdanovka et Viktorovka et 36 de l'autre côté de la route vers le village de Petrovskoye. C'est effarant, hein, mais c'est récurrent à dégoût. Ce que je vais dire, c'est très méchant, mais je vais finir par souhaiter qu'ils roulent dessus pour leur apprendre. Oui, parce que ça met en danger automatiquement les gens qui pourraient y aller sans être avertis. Ça met en danger les civils qui pourraient... Enfin, je veux dire... Enfin, non, mais tu te rends compte, qu'il y a 88 mines anti-chars. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité dans une toute petite zone de quelques kilomètres carrés? Ouais, t'es pratiquement certain de tomber dessus. Hein. C'est ça. Voilà, je préfère que ce soit eux qui tombent dessus que les civils. Tu vois, enfin, je préfère que le déminage se fasse au prix de la vie des soldats ukrainiens plutôt que de la vie des civils. C'est eux qui les ont installés, ils ont qu'à payer le prix. Ça commence à bien faire. Ouais. Et puis, puisqu'on parle des accords de Minsk et compagnie que Zelensky dit vouloir appliquer seulement sur le papier, on a Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, qui a quand même fait une belle boulette. Ça fait tout un discours sur l'importance des liens de son pays avec la Russie, etc. Et donc, il a annoncé au beau milieu que son pays était prêt à envoyer des casques bleus dans le Donbass, soit comme soldats ou comme garde-frontière, si les deux parties étaient d'accord. Bon, la réaction de la part de la RPD a été rapide, diplomatique, mais très ferme. Elle est venue du chef de l'État, Denis Pouchiline, qui a dit « La République populaire de Donetsk n'a pas besoin de casques bleus de Biélorussie pour assurer l'ordre sur le territoire de la RPD et à ses frontières. Les forces de l'ordre de la République s'acquittent de cette tâche de manière autonome et efficace. Minsk est le lieu des négociations du groupe de contact. C'est une contribution très précieuse et plus qu'adéquate de la Biélorussie au processus de Minsk. Par conséquent, tout en exprimant notre gratitude, nous refusons la proposition des dirigeants biélorusses de déployer leur contingent à nos frontières. » C'est la version diplomatique et gentille de dire t'es gentil mais non merci. Je sais pas ce qu'il lui prend Loukachenko en ce moment. Non mais ça fait plusieurs fois qu'il nous sort des conneries, faut qu'il se calme lui. Enfin, ça fait 20 fois qu'on a dit qu'on n'en veut pas des casques bleus, ça sert à rien de ressortir cette ancienne. Et puis même l'Ukraine avait dit à l'époque de Poroshenko qu'il était hors de question que des Biélorusses soient dans le contingent de casques bleus parce qu'ils les considèrent comme un féodé à la Russie. Donc ouais. De toute façon, ça sert à rien. Voilà. Et puis, on va parler économie, puisque samedi dernier, la République populaire de Donetsk a participé pour la première fois au salon dédié à la reconstruction de la Syrie à Damas. Une belle opportunité pour la République d'étendre ses liens économiques et diplomatiques à l'international. Donc, c'était la 5e édition de ce salon Rebuild Syria dédié à la reconstruction de la Syrie. Ça a eu lieu du 17 au 21 septembre. Il y a eu 300 sociétés venant de 35 pays différents, dont la Jordanie, la France, l'Italie, la Russie, la Biélorussie, l'Iran, le Brésil, etc. Afrique du Sud, Serbie, Danemark, on a l'Espagne, la Chine, le Venezuela, le Pakistan, l'Allemagne quand même, l'Irak, l'Inde, la Belgique. Et puis on avait la République populaire de Donetsk qui était là pour la première fois. Alors j'espère que les représentants français n'ont pas fait un effort en voyant la RPD à côté. Je suis pas sûr qu'ils aient eu grand succès, les Français, parce que Damas est déterminé à ne pas accepter une seule société française. Ouais. On fera juste une petite allusion sur la société qui fabrique du ciment. Qui avait filé plein de pognon aux djihadistes pour pouvoir continuer à faire tourner sa cimenterie. Voilà. La farce. Absolument.
Euh, bon, en tout cas, la participation de la Jeune République à ce salon lui offre des opportunités de coopération économique internationale, c'est ce qu'a souligné Denis Pouchiline. Hein, il a dit le salon de Damas a démontré les capacités des principaux secteurs de l'industrie de notre pays, métallurgie, construction mécanique, industrie alimentaire, agriculture. Les représentants des entreprises syriennes et des entreprises étrangères ont montré de l'intérêt pour les produits fabriqués par un certain nombre de nos entreprises. Les visiteurs du centre de la RPD se sont également intéressés aux particularités de l'enseignement supérieur professionnel dans les universités de la République. Il a dit être convaincu que la participation de la délégation de l'RPD au Salon international en Syrie deviendra la plateforme de départ pour l'expansion de la coopération économique avec les autres pays. D'ailleurs, suite à ça, il y a effectivement des débuts de pourparlers avec la Syrie pour des contrats. Ça discute activement. En tout cas, sur le stand de la RPD, les visiteurs ont pu découvrir des produits de différentes sociétés de la République. On montrera des petites photos du stand et puis de la partie où on voit les produits, entre autres l'usine métallurgique Silour, le Donprom Kabel, la compagnie d'État Astélite, mais aussi la société 3D Techno qui a présenté plusieurs modèles de prothèses et d'implants fabriqués avec des imprimantes 3D. Je vous avais dit qu'on avait une usine de trucs 3D ici, donc ça pourrait être très utile à la Syrie. Bah oui, clairement. C'est l'avenir, la 3D. C'est l'avenir, même en construction d'ailleurs. En construction, et ça serait très intéressant pour la Syrie comme pour chez nous, puisque la Syrie étant un pays en guerre comme nous, malheureusement, ils savent que les obus font malheureusement assez souvent des blessures extrêmement graves qui nécessitent la pose de prothèses après pour remplacer les membres abîmés qui ont dû être amputés. Donc ça, c'est clair que ça serait un moyen de fournir des prothèses à plus bas prix que, on va dire, les prothèses fabriquées de manière un peu plus classique. Il y a eu aussi plusieurs établissements d'enseignement supérieur de la RPD qui ont présenté leur programme à destination des étudiants syriens. Et le ministre des Communications, Viktor Yatsenko, était sur place. Donc on trouvera quelques petites photos où il apparaît. Il a présenté plusieurs projets d'aide à la reconstruction de la Syrie, entre autres des projets informatiques. Il a annoncé que la République était prête à faire donc gratuitement aux autorités syriennes du projet informatique de répartiteur centralisé des ambulances qui a été développé en RPD. Donc c'est un logiciel clé en main pour mettre en place un système de répartiteur centralisé des ambulances qui a été fait pour être optimisé en temps de guerre. Donc clairement, ça serait très utile pour la Syrie. La base de ce logiciel est issue de l'expérience internationale dans ce domaine, mais ça a été adapté à la situation difficile qui existe en RPD et qui est peu ou prou la même qu'en Syrie. Le but de ce logiciel, c'est d'optimiser la vitesse de la communication, la qualité du traitement des appels reçus et l'optimisation des itinéraires des ambulances. Et donc, clairement, la participation de l'RPD à ce salon, c'est dans la droite ligne de sa participation au Forum économique de Yalta en avril, dont j'avais déjà parlé. Ça montre que la République se développe, construit des projets de coopération internationale, et ça montre aussi que les craintes que je vois ressurgir régulièrement devant la Russie lâcher le Donbass, c'est juste de la parano, faut arrêter. Oui, c'est du trolling, c'est tout. Si c'était le cas, les RPD n'auraient pas pu participer ni à Yalta, ni à Damas. Voilà. Faut appeler un chat un chat. Voilà. Chaque jour, mois et années qui passent renforcent l'indépendance et l'autonomie des deux républiques populaires. Et 5 ans après le soulèvement de la région contre le résultat du putsch qui a eu lieu à Kiev, les deux républiques ont montré qu'elles sont bel et bien des États à part entière, dignes de participer à ces salons économiques internationaux, aux côtés de grands pays comme la Russie, la Chine ou l'Inde. Voilà. Donc non, on n'est pas prêt d'être abandonné par la Russie. Et puis si on regarde la situation en Ukraine, on a de nouveau une preuve de plus que Zelensky, c'est un Poroshenko bis, puisque le Conseil national ukrainien de radiodiffusion et de télévision n'a pas prolongé la licence du diffuseur de TV nouveau format, qui fait partie de la chaîne de télévision 112 Ukraine, qui est, je rappelle, une des principales chaînes d'opposition et qui donc risque de disparaître de l'antenne. Alors, il y avait dans un site web précédent, on avait fait une petite bourde parce qu'on avait commenté à la volée et on n'avait plus très très bien en tête quelle chaîne appartient à qui. Et on avait pensé que 112 Ukraine appartenait à Kolomoïski. Non, 112 Ukraine, c'est la plateforme d'opposition. D'accord. Donc le truc de Viktor Medvedchuk. La chaîne de Kolomoïski, c'est 1+1. D'accord. Ils ont aussi des chiffres en guise de nom d'antenne, mais c'est pas la même. Donc on peut dire que l'opposition, la vraie opposition ukrainienne, celle qui est vraiment déterminée à revenir à une démocratie saine et
s'est vraiment intéressé à tes Bah alors, publications parce que. c'est la seule qui a réellement œuvré pour la paix, puisque Medvedchuk est, je rappelle, le négociateur pour tout ce qui est échange de prisonniers, etc. Et clairement, la chaîne 112 s'était déjà fait taper sur les doigts plusieurs fois à l'époque de Porky, parce que, entre autres, il laissait Medvedchuk parler dessus, ce qui est logique, hein, puisque la chaîne appartient au député Taras Kozak, qui est du même parti que Medvedchuk, hein, donc... Voilà. Et donc il y avait déjà pas mal de menaces sur le retrait d'un retrait de licence pour 112 Ukraine. Il y en avait aussi contre la chaîne News One aussi, parce que pareil, il laissait la parole aux gens qui disaient il faut appliquer les accords de Minsk, il faut faire la paix, il faut arrêter de bombarder le Donbass. Enfin, tu vois. Donc les seuls qui sortent vraiment ce discours et qui essayent de pousser ce truc-là, on va dire réellement, c'est la plateforme d'opposition. Et donc ça leur avait valu les foudres de l'administration Poroshenko. Ils avaient été accusés d'être pro-russes, bien entendu. Mais ben là, ce jeudi 26 septembre, lors de la réunion du régulateur, hein, donc de ce conseil national, ils ont décidé de ne pas prolonger la licence de la chaîne 112. Ils ont déclaré que ça fait 6 ans qu'ils violent le concept de programme approuvé par le régulateur, une formulation tout à fait vague qui permet de ne pas avoir expliqué en quoi ils ont violé quoi que ce soit. C'est étonnant parce que ça ressemble étrangement à la situation de Spoutnik et de RT France en France vis-à-vis du chef de l'État français. Oui, c'est la même. Voilà. Les représentants de la chaîne ont déclaré que la décision de ce Conseil national était une atteinte flagrante à la liberté d'expression, que la chaîne avait bien l'intention de continuer à émettre. Ils ont considéré que c'était une censure totale qui remettait en cause l'existence de la liberté d'expression en Ukraine. Ils ont rappelé que c'est pas la première fois que la chaîne de télévision 112 gêne les autorités, qu'ils se battent pour être à l'antenne depuis le tout début même de l'existence de la chaîne et que chaque gouvernement a essayé de les empêcher de travailler. Ils ont aussi souligné que les actions du Conseil national sont illégales puisqu'une partie de ses membres ont vu leur mandat se terminer en juillet 2019. Ah oui, ça pue ça. Voilà, l'administration présidentielle ukrainienne a déclaré qu'ils suivaient la situation, qu'ils soutiennent la nécessité de préserver la liberté d'expression dans le pays, mais ils ont rappelé que tous les radiodiffuseurs devaient respecter les conditions de leur licence. Encore une fois, où est la violation de la licence par 112 Ukraine ? Expliquez-moi, en détail, pas une formulation débile, générique, quoi. La plateforme d'opposition a lancé un appel aux ambassades des pays démocratique. C'est moi qui mets les guillemets parce que je crois qu'ils sont un peu naïfs là-dedans, hein, quand même. Hein. Ils en ont appelé aussi aux représentants des organisations internationales et à leur mission d'observation, aux organisations internationales de défense des droits de l'homme, aux organisations professionnelles, donc journalistiques, je suppose. Ils ont appelé à donner une évaluation politique des actions des autorités ukrainiennes. C'est ce qui a été publié sur le site web du parti. L'analyste politique Denis Gorokhovski estime que la décision du Conseil national est une tentative de faire le vide dans l'espace de l'information. Il a dit qu'il comprenait pourquoi Poroshenko tentait ce genre de schmilblick, mais il pige pas pourquoi la nouvelle équipe gouvernementale a besoin de ce genre de méthode. Mais en fait, parce que vous n'avez toujours pas intégré que Zelensky, c'est un porky bis. Voilà. Zelenschenko, voilà. Voilà. Selon Yuri Tkatchev, le rédacteur en chef du Timer Odessa, il est absolument évident qu'il s'agit d'une décision politique, tout comme les actions analogues contre la chaîne News One TV ou la perquisition récente de la chaîne SIK TV, elle aussi tout à fait politique. Pour lui, tous ces éléments constituent un ensemble qui vient dans une position réfléchie et cohérente des autorités pour éliminer complètement les médias qui sont associés à la plateforme d'opposition et à Viktor Medvedchuk. Tkatchev ne s'attend pas à une grande réaction de l'opinion publique ou des politiciens ukrainiens, à part ceux qui sont bien sûr de la plateforme d'opposition ou liés à ce parti politique. Le rédacteur en chef du Timer rappelle que le gouvernement actuel a déjà exprimé l'idée que seules 4-5 grandes chaînes de télévision devraient rester en Ukraine. En gros, il s'agirait d'1+1, donc la chaîne de Kolomoïski, Inter, Ukraine et quelques chaînes appartenant à Viktor Pinchuk. Il a dit que sur base de cette décision, la pression sur les autres radiodiffuseurs ne va pas seulement se poursuivre, mais s'intensifier, et qu'ensuite il y aura une attaque sur Internet où les autorités ont également l'intention de nettoyer. C'est vrai que ça de la censure, en fait. Ah oui.
On connaît ça déjà en France, hein, d'une Ah, manière bah oui, très... oui, c'est les Ouais, mêmes Twitter, méthodes, hein, c'est pour ça que j'ai Facebook. parlé de pays démocratiques avec des gros guillemets. Tkachev d'ailleurs pense que l'écrasante majorité des médias ukrainiens ne vont même pas parler de ce qui se passe avec la chaîne 112. Pour lui, une telle attaque frontale contre les chaînes de télévision et les médias de masse indésirables pourrait théoriquement être stoppée par une ingérence active des structures européennes et des partenaires occidentaux de l'Ukraine, mais qu'en gros, faut pas rêver. Il y aura pas. Il n'y aura pas, parce que comme il a dit, en Occident, ils comprennent très bien la situation, que ça ne les dérange pas. Ils ne font des rappels à la liberté d'expression que lorsque ça les concerne personnellement ou que ça concerne les structures qui leur sont subordonnées. Hein. Tout comme les menaces contre les journalistes dont les noms est apparu dans Mirodvorets. Ça avait déclenché un scandale. Quand un journaliste allemand s'est retrouvé menacé par des néo-nazis allemands parce que toutes ses coordonnées avaient fuité dans Mirodvorets. Ça n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réagi. Tant que c'était des journalistes comme Graham Phillips, comme Patrick Lancaster ou moi qui nous faisions menacer, ils s'en foutaient comme de l'an 40. C'était pas un Voilà. ancien chancelier plutôt qu'un journaliste aussi, allemand, qui avait été mis dans... Il y avait eu aussi, mais il y avait eu un journaliste aussi qui avait été harcelé et menacé par téléphone suite à ce leak. Et c'est à ce moment-là que d'un seul coup ils se sont un peu réveillés. Et le deuxième réveil, ça a été quand Schröder a été mis dans Mirodvorets. Voilà, ça a été le deuxième effet qui se coule. Mais le premier, ça a été une fois que des journalistes occidentaux ont été menacés. Donc, mais tant que c'était nous, on s'en foutait. Voilà. Donc ça montre bien qu'il a raison, hein, Tkachev. En tout cas, clairement, cette décision du Conseil national est absolument politique. C'est ce qu'a dit Alexandre Semchenko, hein, analyste politique. Pour lui, la vision du monde de Poroshenko n'est pas différente de celle de Zelensky, qui idéologiquement, c'est des frères jumeaux. Et que la seule différence entre eux et les propriétaires de la chaîne de télévision 112, c'est l'essentiel, c'est la question de la guerre et de la paix. C'est le fait que sur 112, ils ont appelé à faire la paix, à appliquer les accords de Minsk réellement, qui leur vaut aujourd'hui tous ces problèmes. Semchenko, d'ailleurs, lui aussi, ne croit pas du tout à la solidarité journalistique en Ukraine. Il a eu des mots très durs, je vais le citer textuellement. Il a dit en parlant des journalistes, ce sont des prostituées. Oui. Ils n'ont pas d'opinion qui leur est propre. Ils ont soit l'opinion des médias pour lesquels ils travaillent, soit l'opinion de l'organisation internationale qui les emploie. La solidarité journalistique n'a jamais existé. En fait, ils donnent l'apparence d'une solidarité journalistique lorsque des gens sont nourris par la même source et prétendent que nous sommes ensemble, que nous sommes unis. Mais en fait, les journalistes en Ukraine sont des créatures corrompues qui ne voient que l'argent. Ils ont de l'argent dans les yeux et rien d'autre. Ouais, on pourrait avoir exactement le même discours en France de la part d'un vrai journaliste contre ses anciens collègues des médias mainstream. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'on traite les journalistes de prostituées ou de journalopes. Et comme par hasard, la France soutient la fameuse Ukraine démocratique, hein, si on met Post-Maïdan, avec des très gros guillemets, post-Maïdan. Voilà, exactement. Un autre analyste politique qui s'est exprimé là-dessus, c'est Alexei Yakoubine, qui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les autorités sont si léthargiques à propos de cet abus de pouvoir. Il pense que c'est une tentative du nouveau gouvernement d'influencer les dirigeants des médias en Ukraine. Hein. Il a rappelé donc ses attaques contre News One, 112 Ukraine et puis la chaîne TSIC. Donc pour lui, clairement, à part la plateforme d'opposition qui va s'opposer activement à ces décisions et va demander la refonte du Conseil national, mais si l'annulation des décisions est légitime, pour lui, les autres ne vont pas trop se bouger. Pour lui, d'ailleurs, il a dit que ces décisions de cet organe devraient être, surtout les dernières, devraient être auditées, c'est-à-dire évaluées, et les auteurs devraient être tenus pour responsables. Il a aussi souligné que pour lui, la solidarité, enfin l'absence plus exactement de solidarité entre les journalistes en Ukraine était un problème. Il a dit en Russie, par exemple, la communauté journalistique est solidaire sur de nombreuses questions. En Ukraine, paradoxalement, elle est souvent politisée et divisée en différents groupes. Donc voilà, il a souligné qu'il y avait 2-3 organisations qui essayaient d'unir les journalistes en Ukraine en passant au-delà des opinions politiques différentes des journalistes qui la composent. Donc il pense que ces organisations-là vont soutenir la chaîne de télévision 112 Ukraine parce que ces organisations ont critiqué à plusieurs reprises le Conseil national. Il a rappelé que cet organisme qui avait été
conçu dans les années 90, soi-disant comme une aide aux journalistes, s'est en fait transformé en Cerbère, organisant la censure politique dans le pays. Bon, il espère que les conseils internationaux, qui incluent des parlementaires européens, seront actifs au sujet des chaînes de télévision 112 Ukraine et News One et qui donneront de la visibilité à ce scandale. Et pas seulement en Ukraine, je suis assez dubitative. Ah oui. Ouais, je suis très dubitative. Je pense pas que ni l'OSCE ni les gouvernements occidentaux vont faire pression sur Kiev pour faire annuler cette censure. Et ce qui se passe avec la chaîne 112 montre bien que mes craintes à propos du non-changement que représente Zelensky étaient fondées. Voilà, c'est un Poroshenko bis. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, et je vous l'avais dit, et j'en ai marre d'avoir raison. Et pendant ce temps-là à Kiev, alors c'est plutôt un pendant ce temps-là à New York. Ouais. C'est un des éléments, comme je disais au départ, qui montre bien qu'il y a continuité entre Poroshenko et Zelensky, quoi. Oui, parce que là, Zelensky nous a joué un numéro de cirque digne de Porky à l'Assemblée Générale de l'ONU. Alors, je pensais qu'on en avait fini avec les numéros de pitre aux Nations Unies de la part de Kiev. Hein. En même temps, ils n'ont plus que ça. Hein. Parce que dans les faits, ils sont tellement mouillés jusqu'au cou dans les crimes de guerre que il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour cacher le reste. Hein. D'essayer. Il aurait pu faire un grand discours sur la future paix dans le Donbass, qu'il faut stopper l'inimitié avec la Russie, tu vois. Essayer de montrer patte blanche, tu vois, auprès des Occidentaux, en disant la promotion de la xénophobie et du néonazisme dans son pays, c'est inacceptable. Non. Il aurait pu, tu vois, essayer de continuer son petit numéro de Majax. Non. Il nous a refait un numéro de cirque. En digne successeur de Porky. Il nous a refait le coup de je me pointe à l'ONU avec un truc à montrer et une histoire débile. Nos auditeurs se souviendront peut-être, pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début, du coup de Porky avec son morceau de porte de bus criblé trou. On remontrera la photo. Cette fois, on a eu droit à un truc encore plus mensonger. Je vais vous citer une partie du discours larmoyant de Zelensky. Et puis après, je vais vous décrypter le truc. Il a sorti « Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'une personne pour qui être entendu est devenu le sens de sa vie, car cet homme avait une voix divine. On l'appelait l'un des meilleurs barytons et contre-ténors du monde. Sa voix était entendue au Carnegie Hall de New York, à la cathédrale Notre-Dame, au Covent Garden de Londres et au Grand Opéra de Paris. Chacun d'entre vous aurait pu personnellement entendre son incroyable chant. Mais malheureusement, il y a une chose qui ne vous permettra pas de le faire. Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Alors, on va vous montrer la photo. De Zelensky. 12,7 mm qui non seulement ont arrêté sa carrière, mais aussi arrêté sa vie. Ça coûte $10 et malheureusement aujourd'hui sur notre planète, c'est la valeur de la vie humaine. Il y a des milliers d'histoires de ce genre, des millions de balles. Bienvenue au 21e siècle, un siècle d'opportunités où au lieu d'être entendu, vous avez la possibilité d'être tué. Le nom de l'homme dont je vous ai parlé était Vassil Slipak, c'était un Ukrainien, un soliste de l'Opéra national de Paris qui a été tué dans le Donbass en train de défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Bon, après, il est parti dans son délire sur l'agression russe. Bon, déjà, il n'y a pas plus d'agression russe en Ukraine que de beurre en branche, hein, mais bon, je vais passer là-dessus, parce que la partie la plus intéressante, elle n'est pas là. La partie la plus intéressante, c'est, comme l'a souligné Daniil Bessonov, c'est que, en fait, la balle qu'il a montrée, ça n'a vraiment rien à voir avec la mort de Slipak. Bon, parce que déjà, ce charmant monsieur qui était en fait un néo-nazi, puisque je rappelle qu'il était chez secteur droit quand même, hein. Donc sur le front, il chantait à Hitler en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ce néo-nazi qui était parti combattre pour Kiev dans le Donbass, il n'a pas été tué par une balle de 12,7, mais par une balle de 7,62 mm, tirée par un fusil SVD, hein, c'est-à-dire un fusil de précision Dragunov. Bon, c'est sûr qu'une balle de 7,62 mm, ça impressionne beaucoup moins qu'une de 12,7. Ouais, c'est clair. C'est beaucoup plus petit. Mais c'est pas une raison pour raconter des conneries, et puis surtout pas à l'ONU. Je rappelle quand même, ceci est censé être une institution sérieuse. C'est pas un cirque, putain. Est-ce qu'on pourrait arrêter les conneries des mecs qui se pointent avec des fioles de lessive en poudre, de pisse, des morceaux de bus troués, là maintenant une balle qui a strictement rien à voir avec la mort du mec dont tu es en train de nous parler. Et en plus, le mec en question est un putain de néo-nazi. Je rappelle que t'es juif, normalement, à la base.
Ouais, mais bon, on va pas refaire ce qu'on avait dit Hein, la dernière voilà. fois, hein, Mais avec... bon, ça montre bien que le mec, ça le dérange pas d'être là en train de chanter les louanges d'un mec qui est allé s'engager dans une unité dont le drapeau est, je rappelle, le remake du drapeau des collaborateurs des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. qui eux ont bien effectivement, activement assassiné des juifs à Babillard, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est les mêmes. Zelensky, faut qu'il se réveille, le gars, hein, ou alors il faut qu'il nous dise où il a un problème psychiatrique. C'est ça. Oui, parce que là, niveau dissonance cognitive, quand même, c'est quand même magistral. Je veux dire, le président juif ukrainien qui te sort un éloge d'un mec qui était idéologiquement un néo-nazi. Bon. C'est du grand n'importe quoi. Et, bon, remballe tes balles, vos morceaux de bus troués et compagnie. Enfin, je veux dire, arrêtez. Arrêtez. C'est pitoyable. L'Organisation des Nations Unies, c'est une institution sérieuse pour maintenir la paix dans le monde. C'est pas le cirque Pinder. Merde. Ouais. On sait bien faire. S'il veut faire le clown, il retourne à la télé. Non, mais faut arrêter les conneries quand même. Bon. En parlant de cirque, je pense que ça va joyeusement continuer hein, au niveau des relations États-Unis-Ukraine. Parce que bon, déjà on a le Biden Gate, hein, suite à la conversation téléphonique de Trump et de Zelensky qui a été publiée. C'est en train de faire... c'est en train de bouillir là, un gros folcon. Oui. Le le Congrès, enfin surtout les démocrates, essayent de faire destituer Trump sur la base. Oui, non mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas la majorité. Donc de toute façon, ah bah déjà, puis surtout Biden a effectivement agi, il l'a dit lui-même, hein, je veux dire, il a reconnu lui-même. Il a avoué lui-même à la télé, cette espèce d'abruti qu'il avait fait virer le procureur Shokin pour le faire remplacer par Lutsenko, qui n'avait même pas une formation juridique. Je rappelle que Poroshenko a dû faire modifier la loi en Ukraine pour que Lutsenko, qui a une formation scientifique, si je te dis pas de bêtises, puisse devenir procureur général d'Ukraine. Ça en dit long sur les compétences du mec en matière juridique quand même. Hein. Donc je vais dire, c'est du délire. Donc non, et c'est il semble que, j'attends confirmation, que Volker aurait donné sa démission suite à ça, parce qu'il est mouillé dedans. Hein. Oh bah. Voilà. Bon, si ça, j'espère juste qu'ils vont pas nous trouver un encore plus débile que lui, qui va nous faire des déclarations encore plus cons. Ben, un Bolton de seconde zone qui pourrait très bien, effectivement, malheureusement, faire encore pire. Ouais. Non, mais enfin. Donc, je pense qu'on est parti encore pour un paquet de délire de ce côté-là. Situation à surveiller, en tout cas. J'espère que Biden va tomber parce que ce mec est complètement corrompu et ce qu'il a fait avec le procureur ukrainien était une honte absolue. Enfin, je veux dire, vous êtes là en train de nous bassiner avec l'ingérence russe un peu partout. Si ça c'était pas de l'ingérence américaine, je sais pas comment ça s'appelle. Puis c'était pour cacher une corruption, hein, quand même. Hein. En plus. Pour essayer de disculper, en tout cas, de blanchir son fils. Oui, c'est grave. Donc, c'est magistral, c'est magnifique. Je vous dis, on n'a pas fini. Bah bon, là, le fait que Zelensky poursuit la même politique que Poroshenko, moi je vous le dis, l'Ukraine est en train de se préparer un superbe destin à la Yougoslave. Oui, parce que là, maintenant, on voit pas très bien ce qui pourrait arriver, compte tenu du fait que les Ukrainiens se sont jetés sur sa candidature pour essayer d'empêcher Poroshenko de finir le travail de destruction interne du pays. Là, maintenant... Et en fait, ça va continuer. Voilà. C'est ce que je craignais, hein, de toute façon. Parce désespéré. Voilà, donc l'Ukraine fonce vers le gouffre. Je ne sais pas combien de temps ça va encore leur prendre, mais les négociations sur le gaz, pour l'instant, toujours pas abouties. Donc il y aura une prochaine réunion en octobre. Mais leur tourne, les enfants. Hein. Leur tourne. Le 1er janvier, ça approche bientôt. Hein. Va falloir un peu accélérer là, parce que sinon vous allez retrouver sans gaz. Hein. Donc, vraiment, vous allez peut-être pouvoir tenir l'hiver avec vos réserves, mais après, ça va être une autre histoire. Ah bah c'est clair. Donc, puis surtout, il va falloir vous asseoir sur la taxe de transit. Ça va faire bobo au porte-monnaie, ça.
Donc voilà, c'est ça la situation. Des Donc ça, petites je crains. nouvelles, des petites nouvelles du côté de la Géorgie, entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie, toujours Non, non, ok. non, pour l'instant, non, mais j'ai vu qu'il y avait des discussions entre la Russie et la Géorgie pour rétablir les vols commerciaux, mais pour l'instant, D'accord, ça n'a pas encore abouti non plus. Donc pour l'instant, statu quo. On d'accord. va voir, hein. On va Hmm. voir ce que ça va donner, mais moi, je pense que la Géorgie est en train de bien souffrir Dans la de, situation? de la situation économiquement, donc je pense qu'ils vont se calmer. Je pense que, je pense que c'est comme avec la Turquie, tu vois, quand Oui, la Russie avait pris le même genre de sanctions. C'est des pays qui dépendent quand même de manière importante des interactions économiques et entre autres touristiques avec la Russie. ouais. Donc ils peuvent pas trop se permettre Non, non, c'est de faire les. suicidaire. Voilà, donc je pense que ça va les calmer un petit peu, j'espère en tout cas. Mais bon, non, en tout cas concernant l'Ukraine, le cirque continue et donc j'ai confirmation que maintenant on a confirmation et explication de pourquoi la Russie est extrêmement prudente vis-à-vis des félicitations officielles à Zelensky et compagnie. Je crois que ils ont bien compris que l'autre c'est un Poroshenko bis, hein, d'ailleurs. Une Les médias. marionnette en quelque sorte aussi, parce que ça peut être que les Américains qui décident Oui, de tout oui, de ça, toute hein, façon, il obéit aux Américains, il fera exactement ce qu'on lui dit. ce que Trump lui dira. Et puis c'est tout. Et donc l'Ukraine continue vers le gouffre, et puis bah, ça va aller de mal en pis pour les Ukrainiens. D'accord. C'est malheureux, quoi. C'est comme ça. Donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep. Et bon, je suis pas optimiste, très sincèrement. Ouais, voilà. Mais je te souhaite quand même une bonne soirée. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Merci Christelle, à la prochaine fois, c'est-à-dire au 159e site rep samedi prochain. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Ciao.